Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 9. Il s'agit du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme, comment vas-tu? Très très bien Antoine. Et toi, comment vas-tu? Écoute, moi je suis ravi de te retrouver, ravi d'être présent encore ce samedi avec vous. Surtout que ce soir, ça va être une émission un petit peu exceptionnelle. Halloween approchant, on vous a préparé quelque chose d'un peu particulier. On ne va pas forcément traiter de news insolites qui se sont déroulées cette semaine, mais déjà en fin d'émission, sur les 2 dernières news, on va vous partager des expériences personnelles que nous avons vécues, Jérôme et moi-même, comme ça vous permettra de nous connaître un peu plus. Et puis aussi, pour la première fois, on va avoir un invité qui va venir nous présenter une découverte qu'il a faite. Ça sera sûrement une enquête à suivre sur plusieurs mois. Donc voilà, ça sera à vous de vous faire votre propre opinion sur cette histoire. En tout cas, nous, on la suivra de très près. Et puis, pour commencer ce premier sujet, eh bien, on va commencer sur ce qu'on appelle la Dame Blanche mexicaine, la Llorona. Très bien dit Antoine, la Llorona. Et oui, et que tu sais ce que signifie la Llorona en espagnol, Antoine? Je crois qu'il y a une consonance par rapport aux larmes, non? La pleureuse, tout à fait, c'est ça. Ça signifie la pleureuse. Donc c'est un petit peu le penchant mexicain de notre Dame Blanche française que apparemment certaines personnes auraient aperçu sur des routes certaines nuits en France. Donc voilà, au Mexique, ils ont aussi leur Dame Blanche, donc la Llorona, qui signifie la pleureuse. Donc c'est un fantôme du folklore d'Amérique hispanique. C'est une des légendes mexicaines parmi les plus connues. Alors il y a plusieurs versions sur l'origine de cette légende. On va pas toutes les faire. Parfois certains parlent par rapport à une ancienne déesse inca, etc., etc. Bon, grosso modo, la légende raconte l'histoire d'une femme qui aurait perdu ses enfants. Ses enfants seraient morts. Et donc le fantôme de cette femme, certaines nuits, déambulerait dans les rues de Mexico. Alors selon la légende, elle finirait au bord d'un lac à côté de Mexico, et en gémissant, en pleurant, voilà. Donc elle serait vêtue de blanc, le visage recouvert d'un voile. Et puis, donc, elle s'emparerait des enfants qui traîneraient dans la nuit dans les rues de Mexico. Donc, c'est souvent un petit peu l'équivalent de notre père fouettard, quoi, pour faire peur aux enfants. Les Mexicains expliquent aux enfants qu'il faut pas qu'ils sortent le soir parce qu'ils pourraient tomber sur la Llorona. Donc, en leur expliquant la légende. Et bon, voilà, ça permettrait de faire un peu peur aux enfants pour éviter qu'ils traînent dans les rues la nuit dans Mexico. Et donc tu parlais de news pas forcément récentes, mais cette news, par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, cette news est assez récente. Parce que figure-toi Antoine à l'approche des fêtes d'Halloween justement, et puis à savoir que cette fête est très importante au Mexique parce qu'ils ont toute une religion basée sur la fête des morts, etc., etc. Et donc une jeune femme aurait eu je dirais la mauvaise idée de vouloir se déguiser en la Llorona. Et donc elle aurait mis une robe blanche avec un voile sur sa tête. Et un soir de cette semaine, je crois que ça s'est passé, si je ne vous dis pas de bêtises, le 26 octobre. Donc elle aurait déambulé dans les rues de son quartier déguisée en la Llorona, en gémissant, en pleurant. Et puis malheureusement pour elle, il y aurait eu un résident de ce quartier qui aurait vraiment pris peur en la voyant. Et puis on le sait un petit peu aux États-Unis, continent américain, ils ont la gâchette un peu facile. Donc il aurait tiré dessus, croyant vraiment que c'était une apparition fantomatique. Malheureusement, il a tué cette jeune femme qui se serait déguisée en La Llorona, voilà. Donc faites attention au déguisement que vous allez utiliser cette année parce que parfois ça peut faire très peur à certaines personnes et puis on n'est jamais à l'abri de leur réaction, quoi. Ouais, effectivement c'est surprenant. Bon, d'un autre côté, si elle était peut-être pris un peu trop en avance, elle aurait fait ça vraiment le soir d'Halloween. Bon, les gens auraient peut-être pas fait attention, mais là elle a fait ça un petit peu quelques jours avant. Et c'est pas bien passé, quoi. Mais c'est vrai que la différence avec la Dame Blanche telle que nous on l'évoque en France, c'est que en réalité la Dame Blanche que l'on évoque, elle est bienveillante. C'est-à-dire qu'elle est là
pour protéger, alors soit d'un accident, prévenir d'un accident de la route, ou d'un accident mortel, d'une chute, quelque chose comme ça. Alors que au Mexique, c'est plutôt le contraire, c'est une dame blanche vengeresse qui est pleine de haine. Alors je crois que même qu'il y a un film qui est sorti, un film d'horreur qui est sorti, et où ce serait une ancienne belle mexicaine qui aurait été très courtisée par tous les grands hommes du Mexique à l'époque, et puis qui a eu un ou deux enfants, je ne sais plus, avec un riche mexicain, un promoteur, voilà. Mais oui, elle est pas forcément bienveillante, puisque apparemment, selon la légende, les personnes qui tenteraient de l'approcher, soit mourraient, ou soit il serait éventuellement mis au courant de terribles et effrayantes révélations. Mais c'est ça, mais c'est parce que je crois que dans la légende, elle aurait tué son propre fils, donc par jalousie, parce que son mari allait compter fleurette ailleurs, et elle aurait tué son propre fils dans la rivière. C'est pour ça, en plus, elle est très liée à l'eau, cette dame blanche-là, cette Llorona. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, une histoire, malheureusement, qui a mal fini pour cette personne. Donc, en tout cas, très intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. Non, moi je connaissais pas, quand j'ai pris connaissance de cet article sur BTLV, je me suis renseigné sur la Llorona, j'ai lu les légendes, etc. Et c'est vrai qu'elle est pas très connue, on ne connaît pas cette légende en France. Alors, Jérôme, je profite de ton sujet. Écoute, à chaque fois, tu tombes pile poil sur un article que l'on a mis dans Génération Cité d'Or. Là, c'était dans Génération Cité d'Or, le numéro 4, un article de Stéphanie Del Regno sur, tu te doutes, les mystérieuses dames blanches, voilà, et où elle recense des cas véridiques, en tout cas approuvés par de nombreux témoins en France. Elle va nous expliquer les origines médiévales de cette dame blanche. Et voilà, c'est vraiment un article passionnant, qui fait d'ailleurs référence au livre qu'elle a fait sur le sujet. Elle a vraiment creusé le sujet. Voilà, je vous encourage à le lire. Vous pouvez retrouver une partie de l'article sur le site Génération Cité d'Or, et j'en profite aussi pour vous rappeler que les précommandes du numéro 8, ça y est, sont lancées, donc n'hésitez pas à aller sur le site, toutes les infos sont dans la vidéo. Et puis comme je vous l'annonçais en début d'émission, on a ce soir, pour la première fois dans l'émission, un invité, parce que c'est vrai qu'en général, on n'est qu'en tête-à-tête avec Jérôme, mais là, on ne pouvait pas vous présenter le sujet nous-mêmes, il fallait que ça soit l'inventeur du sujet, le découvreur de la créature qu'il va vous présenter, qui nous fasse lui-même cette présentation. Il s'agit de Sylvain, retraité québécois, qui a bien baroudé dans sa vie, et qui va nous expliquer, Sylvain, ce qu'il a trouvé. Bonsoir Sylvain, ou bonjour, parce que tu as 6 heures de décalage. Comment vas-tu? Allô à toi, oui. Et puis, voulez-vous converser avant de ma découverte, ou bien vous voulez que je monte mon artefact immédiatement? Oh écoute, allez, on va dans le vif du sujet. Monte ton artefact et puis tu vas nous expliquer tout ça dans le détail, parce que, voilà, vous ferez votre propre opinion, mais ce qu'il va nous montrer, Sylvain, c'est très impressionnant. Moi, c'est un artefact que j'ai acquéri il y a environ 11 ans, en 2010, d'un collectionneur qui a beaucoup voyagé dans le monde, dans les années 60-70. Et puis, possiblement qu'il est revenu au Québec avec cette découverte incroyable. C'est un petit être miniature d'environ 42 centimètres. C'est un adulte, là. C'est pas un fœtus, là, parce qu'un fœtus n'a pas de dents. Il est adulte
il est complet. Il a la colonne vertébrale, les dents, les côtes, ses petits doigts sont miniatures, ses avant-bras, ses bras, il est tout simplement complet. Et puis, ça faisait environ 3 ans que je l'avais, et puis je me suis décidé, c'est peut-être inconsciemment, mais je me suis décidé à le faire passer au carbone 14. Mais j'osais pas toucher pour l'instant ce petit tête parce que je n'avais pas l'expérience pour prendre un échantillon de ce petit tête pour le carbone 14. Alors, j'ai pris un échantillon du tissu en lin de la momie, comme vous voyez ici. J'ai pris un petit échantillon d'environ 400 mg d'échantillon en lin. Le lin, l'échantillon en lin, le lin a 30 000 ans d'ancienneté. C'est un des plus vieux tissus au monde qu'il existe. J'ai pris environ 400 mg de tissu en lin et j'ai envoyé ça à l'Université Laval au Québec. Et puis, il brûle le tissu et après ça, il envoie le tissu, ils finissent les tests à l'Université Irvine en Californie, aux États-Unis. Et après 5 mois d'attente, stupéfaction vers 2014, ce tissu en lin que vous voyez a 5925 ans. D'accord. Alors donc ce que tu es en train de nous expliquer, déjà sur une première analyse scientifique, le tissu de cette petite momie, on ne date pas directement la momie, pour le moment on date son tissu, elle a plus de 5000 ans. Oui, 5925 ans. Mais il y en a beaucoup qui vont se poser des questions. Comment se fait que cette petite momie qui est crucifiée sur la croix aurait peut-être 6000 ans? Bien, c'est peut-être un catholique il y a moins de 2000 ans. Un quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Un... Oui, c'est peut-être. Il y a beaucoup de personnes qui se questionnent pourquoi que ce tissu en lin a 5925 ans. Et puis, il est crucifié sur la croix alors que Jésus a été crucifié il y a juste 2000 ans environ. Probablement, les possibilités, c'est que probablement que c'est une personne qui était catholique, puis il l'a crucifié lui-même sur la croix il y a moins de 2000 ans. C'est pour ça que ça converge pas la datation avec cette petite momie qui a été crucifiée sur la croix. Ça veut dire que là, les semaines qui suivent, je me suis décidé, là, après 11 ans, de retirer des échantillons d'os que vous voyez ici, là. Il en manque, là. J'ai retiré aussi environ 4 à 500 milligrammes d'os pour les tests au carbone 14. Ça fait, j'ai retiré les échantillons vers le mi-septembre. Pour la réponse de cette réponse pour le carbone 14, ça va être environ le mois de janvier ou février 2022. Ça fait que vous comprenez donc que moi, je suis très, très nerveux et impatient d'avoir la vérité enfin sur la datation de lui, là, de cette petite momie miniature. C'est très excitant, mais je suis très nerveux à avoir le résultat d'ici 3 à 4 mois. Est-ce que tu peux faire voir les pieds de la momie? Oui, oui. Voyez-vous bien, oui? Comme vous voyez ici, là, on ne sait pas pourquoi, mais j'ai vu un expert et puis l'appui-pied que vous voyez en ce moment, là, n'est pas en bois comme la croix qui est en bois. L'appui-pied est en plâtre. D'accord. Ça, c'est un mystère. Pourquoi que la personne qui l'a crucifié sur la croix a fait un petit bout de plâtre? Ça, c'est le mystère. Puis le plâtre, comme on sait, il date de plus de 2500 ans. Je crois que l'invention du plâtre ça a été en France, si je ne me trompe pas. Il y a environ 2500 ans et plus. Ça, c'est un mystère, un autre mystère, là, que ça, ce petit appui-pied-là, pourquoi
ça a été fait en plâtre, alors que ça aurait été beaucoup plus simple de faire la croix complète avec un appui-pied en bois. Ça, c'est le mystère. Mhm. Il y a beaucoup de mystères sur cet artefact très, très intriguant. Et donc, la personne qui l'a ramené au Québec dans les années 70, c'est ça? 60 ou 70, mais écoutez, Est-ce qu'elle moi, avait, est-ce qu'elle avait une explication sur ses origines, dans quel pays elle l'avait ramené, écoutez, c'est une personne âgée, aucune idée. Mais la première version de lui qu'il tient, que il faut que je me tienne à l'évidence qu'il faut que je le croie, c'est que lui, il me dit pour la première version, puis il n'a jamais changé d'idée, c'est que cette petite momie miniature, quand il y avait ses boutiques d'antiquité au Québec, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'argent. Et puis, il y aurait vendu, probablement qu'il y aurait vendu pour une bouchée de pain, là, j'ignore. Mais ça, c'est sa première version. Mais c'est fort possible aussi que fille qui a beaucoup voyagé, qui soit peut-être revenue avec ça au Mexique, en Amérique latine, au Brésil, j'ai aucune idée, aucune idée. Mhm. Mais c'est certainement pas du Québec et du Canada, parce que le Canada et le Québec, et l'Amérique du Nord est vieux de 400 ans. Fait que ça, cet artefact-là, ça a sûrement plus de 1000 ans. Fait que le Canada, le Québec, l'Amérique du Nord n'existait pas. C'était le pays des Autochtones. Mhm. Il y a 1000 ans. Fait que c'est impossible que le Canada, notre Amérique du Nord, qui a juste 400 ans, que ça vienne de l'Amérique du Nord, c'est impossible. Toi, Sylvain, excuse-moi. Donc maintenant on est vraiment rentré dans le vif du sujet et on n'a pas encore eu le temps d'avoir l'historique, la genèse de ta découverte. Comment est-ce que toi, donc cet artefact, elle est arrivée jusqu'à toi exactement? Moi, j'ai été une vingtaine d'années dans les Antiquités. Et puis, je me suis lié un lien très fort d'amitié avec le propriétaire, l'ancien propriétaire de cette petite momie miniature. Et puis, je lui disais régulièrement, parce qu'il y avait plus d'artefacts, il y avait beaucoup de collections, mais pas pour moi aussi intense que cette momie miniature. Alors, moi, je lui disais, si jamais vous décidez de vous en départir, moi, je suis prêt à en être acquéreur. Et puis, puis que ça faisait une vingtaine d'années qu'on se connaissait personnellement, bien entendu, on a eu un lien d'amitié très fort. Et puis, à un moment donné, il s'est décidé à me la vendre. Ça fait que j'ai pas pris de temps à dire oui. Fait que c'est pour ça que depuis 2010 environ que j'en suis propriétaire. D'accord, voilà, ça, au moins ça c'est clair. Alors maintenant, est-ce que tu l'as pu la faire étudier par des biologistes, par des personnes du corps médical, par par des anthropologistes, pour qu'ils essaient d'avoir une explication sur le fait qu'il soit en taille lilliputienne? Écoutez, le problème, c'est que je suis à La Tuque au Québec. Je suis à 300 kilomètres au nord de Montréal. Et puis, les grands connaisseurs sont pas à Montréal, sont pas au Canada anglais, à Toronto. Ils sont plutôt aux États-Unis. Alors, je suis très, très loin des grands connaisseurs de ce monde avec les archéologues de l'Europe et des États-Unis. Il est là le problème. Il est là le problème. C'est que je suis au Québec d'un petit coin perdu de toute connaissance. Ça veut dire que travailler pour en savoir plus à propos de ce petit être, oui, limite, il faudra lui faire un scanner, comme un petit peu avec les momies de Nazca de Thierry Jamin, là, oui. Il faut un scanner pour voir à l'intérieur vraiment ce qu'il y a. Oui, c'est en plein ça. Oui, c'est en plein ça, un scanner. Mais le problème, c'est que j'ai demandé à l'hôpital de La Tuque, où je demeure, pour passer un scanner. Puis, écoutez, c'est un nom catégorique. Eux autres, si jamais ça va jusque dans les médias au Québec,
ils vont dire avec les problèmes des soins de santé puis tout, ça va être un drame, là, vous comprenez? Ça fait que j'ai tout fait. Toutes les questions que vous allez me poser à propos du savoir de cette petite momie, d'un travail plus... c'est impossible. Je suis trop loin de tout. Je suis... écoutez, puis les coûts au point de vue monétaire, faudrait que je me rendrais plus loin que... Oui, alors, il faudrait que tu fasses une campagne, de financement, comme a pu faire Thierry Jamin. Je crois qu'il avait pu récolter suffisamment pour pouvoir faire des études, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est coûteux. Alors, par rapport à toutes les personnes à qui tu l'as montré, parce que maintenant ça fait plus d'une dizaine d'années donc, que tu l'as, tu as pu rencontrer différentes personnes à qui tu as parlé de cette momie. Quel a été de façon générale leur retour sur cet artefact? Oh mon Dieu, là, écoutez, il y a beaucoup de mes amis, puis même pas des amis intimes, mais des Montréalais qui sont en visite ou même des Européens qui sont en visite au Québec, qui sont en tourisme à La Tuque. J'ai réussi à rencontrer. Il y a peut-être, je pourrais dire quoi, peut-être une centaine de personnes qui sont venues chez moi, le venir personnellement. Puis je peux vous dire une affaire, c'est que, écoutez, plus de la moitié de ces personnes, ça ne les intéressait pas parce qu'eux autres, dans leur tête, ils pensaient que bon, écoutez, c'est du oui-dire, c'est du n'importe quoi, puis c'est pas sérieux. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est qu'aussitôt rendu chez moi, ces personnes qui ne sont peut-être pas beaucoup intéressées à voir cet artefact, que dans leur tête, c'était juste... quand ils sont rentrés chez moi, puis ils l'ont regardé, le plus ironique, c'est qu'ils ne voulaient plus sortir de chez moi parce qu'ils sont restés trop subjugués, sont intrigués par la voir comme je vous l'ai montré en vidéo, ça n'est rien à comparer de voir cette petite momie miniature en vrai là, devant vous. C'est ce que je voulais te suggérer, Sylvain. Ça serait intéressant que tu fasses, que tu envoies à Antoine des photos nettes, parce que bon, là on l'a vu via Zoom, et bon, tu es au Québec, donc il y a une retransmission vidéo qui n'est pas forcément très nette. Ça serait bien d'avoir une photo. Oui, j'ai des photos, sont vraiment très claires, Voilà. prises il y a quelques années. Puis je vais vous envoyer les photos. Surtout, je vais essayer de vous montrer son visage de près. Ses petites dents, c'est tout simplement incroyable. Puis ces petites dents sont plus petites qu'un grain de riz, pour vous donner une idée. Si c'est une fausse, là, la personne qui l'a fait, là, c'est un génie, mais j'y crois pas. C'est trop parfait, c'est incroyable. Et on a l'impression qu'elle a une espèce de couronne sur la tête aussi. Oui, c'est une couronne de fer. Et puis le fer date d'au moins, le fer a plus de 3000 ans. Ah, le fer, oui, d'accord. Le fer existe depuis 3000 ans. Ça veut dire, c'est comme, je suis persuadé que cette momie, elle a plus de 2000 ans, mais là, c'est l'inconnu. Elle a-tu 2000, 3000, 6000 ans? Oui, il peut y avoir une différence entre l'âge réel de la momie et ensuite la mise en scène qui a été réalisée par la personne qui l'a manipulée pour pouvoir la mettre comme ça en mini-Christ. Oui, je suis persuadé que, comme je vous ai dit il y a environ 15-20 minutes, c'est que la personne qui l'a mis sur une croix, sa petite tête miniature, c'était possiblement un catholique. Je vois pas d'autre chose. C'est sûrement pas un protestant. Un protestant, oui, mais c'est sûrement pas un bouddhiste ou bien de la loi islamique. C'est sûrement un catholique. Une petite question, moi, lorsque tu as fait les prélèvements des côtes, oui. Du coup, les côtes ont cassé, enfin l'os a cassé. Et je voulais savoir si parce que pour savoir si c'est vraiment un vrai os, hein, entre guillemets, s'il y avait la présence d'une cavité à l'intérieur de l'os par rapport à la moelle osseuse, ce qu'on retrouve dans la plupart des os, quoi. Oui, moi, écoutez, il m'a posé des questions, puis il m'a demandé si les os, ils se cassaient assez facilement.
Et puis moi, je lui ai répondu que oui. Et puis, qu'est-ce qui est encourageant pour moi, c'est qu'on voit que sur les photos plus tard que je vais vous envoyer, on voit que c'est possiblement des vrais os, car c'est blanc à l'intérieur. Fait que c'est ça c'est très excitant, là. Ça fait, puis aussi, il me dit que là, ils m'ont pas recontacté parce que ils m'ont posé, j'avais pas un certificat, une copie à remplir, puis il me posait la question, différentes questions, puis il me disait que s'il manque des ossements des côtes, est-ce que je pouvais en envoyer encore une fois? J'aurais dit, il n'y a pas de problème. Mais là, depuis quelques jours, ils m'ont pas redemandé des morceaux d'os de ce petit tête. Ça fait que c'est bon signe. Probablement que eux autres, d'après moi, c'est 400 mg d'os, ils n'auraient assez. Ça fait que là, ils m'ont pas, ils m'ont pas recontacté. Ça fait que ça, c'est bon signe pour moi. Et puis là, c'était facile à casser. Ça fait que probablement, c'est des vrais os. Et puis probablement qu'il y aurait assez de collagène dans l'os. Parce que du collagène, c'est une substance c'est ça que ça prend pour le collagène pour avoir du carbone 14. Fait que ça, c'est motivant pour moi, là. C'est très excitant. Ça fait que j'ai très, très hâte d'en savoir dans 3 à 4 mois les résultats complets. Et la croix est en bois? Oui, la croix est en bois. Donc, il y aurait moyen aussi de faire une analyse au carbone 14 sur la croix. Écoutez, moi, qu'est-ce qui est important, là, c'est certain que si à un moment donné, ils veulent en savoir plus, puis s'ils veulent avoir un morceau ça, c'est du bois en chêne, c'est le bois le plus léger. Fait que s'ils me demandent un échantillon de bois de cette petite momie sur la croix, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, si je vais avoir l'échantillon j'ai le résultat de l'échantillon du tissu en lait de la momie. Puis si plus tard, les deux résultats qu'est-ce qui est important pour moi, c'est d'avoir les deux résultats de cette petite tête, le tissu en lin et l'ossement de cette petite momie. C'est ça qui est important pour l'instant. On suivra effectivement les résultats que tu recevras parce que cette histoire-là nous passionne. Moi, j'avais quand même une dernière question avant d'échafauder ensemble des théories. Est-ce que tu as pu mettre cette petite momie en présence de médiums? Est-ce qu'il y a des médiums qui ont essayé de se connecter à elle? Non. Écoutez, la tuque, là, la tuque, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, la tuque, on est loin de tout. Du coup, si un de nos téléspectateurs qui est médium, qui serait intéressé à se connecter à distance, tu sais, ils ont cette capacité de se connecter à distance, est-ce que tu accepterais à ce que ça se fasse? Alors je sais pas, je dis pas que ça se fera, hein, je sais pas s'il y a des personnes qui se manifesteront pour ça, mais si on a un médium parmi notre entourage qui a envie de faire l'expérience et de se connecter à distance à ta momie, est-ce que toi ça te poserait un problème? Écoutez, je n'ai rien à cacher, je n'ai aucun problème. Ça, là, qu'est-ce que j'ai là entre les mains, vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a aucun trucage. J'ai déjà un certificat que c'est extrêmement vieux. J'ai la moitié du certificat et puis je n'ai rien à cacher. Puis c'est pas truqué, vous l'avez vu en face de vous, devant vos téléspectateurs. Écoutez, je n'ai rien à cacher, puis il n'y a pas de problème. D'accord. Non, mais tout à fait, mais c'est vraiment pour essayer d'avoir on va dire une explication sur les origines, parce que alors, moi, je vais vous dire je vais partager un petit peu, moi, à quoi ça me fait penser. Alors, on n'est pas en présence de personnes atteintes de nanisme, ça c'est sûr, elle est beaucoup trop petite. Par contre, ça ressemble aux légendes de Lilliputien, donc c'est des personnes qui sont parfaitement proportionnées et qui étaient de petite taille. Alors peut-être ce serait un hobbit, ce serait drôle. Oui, mais qu'est-ce que vous voyez là, vous parlez de la légende des Lilliputiens, mais là, qu'est-ce que vous voyez,
Elle est concrète, là. Oui, mais les Lilliputiens sont des petites personnes d'une quarantaine de centimètres qui pourraient effectivement correspondre. Et alors, c'est pour ça que je parlais d'analyser au carbone 14 le bois du crucifix, parce que la datation de la momie de ce Lilliputien peut être extrêmement vieille, mais après c'est la symbolique, le fait qu'elle soit crucifiée. Et la crucifixion était coutume chez les Romains au temps de Jésus, il y a 2000 peut-être un petit peu plus, mais pas vraiment, quoi. Ça a été, on va dire, c'était une mode, la crucifixion, à un temps bien défini. Après, on a arrêté de le faire, et avant, ça n'existait pas. Et là, il y a 5000 ans, la crucifixion, selon les recherches archéologiques et historiques, ça n'existait pas. Donc, c'est là où il y a un souci, quoi. Est-ce que tu as vu des symboles, par contre, de gravés sur le bois, ou même de graver peut-être des tatouages sur les os? Écoutez, j'ai des centaines d'heures à le regarder de près depuis 11 ans. Des centaines d'heures. Et puis, j'ai essayé de trouver, puis je n'ai rien trouvé. C'est certain que dans ma tête, j'ai trop rêvé que ça serait marqué Léonard de Vinci, mais malheureusement, non. Mais non, il n'y a aucun... non, il n'y a aucun logo, il n'y a rien d'écrit j'aurais aimé qu'il y ait une preuve tangible, mais malheureusement, je ne vois rien de ça. Et puis, tandis que j'y pense, la seule momie qui a été trouvée, c'est la momie Pedro du Wyoming, USA, aux États-Unis, trouvée en 1932 et perdue dans les années 50. Il y a juste des photos qui circulent sur Internet. La momie, moi, la mienne, elle a 42 cm, et la momie Pedro, qui a existé dans les années 30, elle avait 35 cm. Elle était adulte. Mais c'est des photos circulent sur Internet. Elle est posée avec un homme dans les années 30. Mais ce n'est que des photos encore. Est-ce qu'elle est vraie? C'est pas certain. Mais la mienne, vous l'avez vue, elle est concrète. C'est là la différence. Puis je le sais que c'est la seule au monde. Les Américains, regardez, il y a Michael Arbuthnot. Ça, vous le connaissez certainement pas en Europe. Mais Michael Arbuthnot, c'est une vedette aux États-Unis. C'est que c'était l'archéologue privé de de James Cameron qui a fait le film Le Titanic en 97. Quand Michael Arbuthnot est venu milliardaire, il a investi pour un sous-marin miniature beaucoup de millions d'euros pour un sous-marin miniature. Puis qui a pris pour archéologue privé? Il a pris Michael Arbuthnot. Lui, il avait son émission sur History Channel USA, son émission avec 3 autres archéologues dans son émission. Et puis Michael Arbuthnot, il l'a vu sur Internet, ma momie. Puis il désire venir la voir au Québec. Mais malheureusement, il est sous contrat avec History Channel USA. Ça veut dire qu'il ne peut pas venir la voir sans le consentement du canal History Channel USA. Il est là le problème. Imaginez que Michael Arbuthnot vienne au Québec, vienne à la TUC. C'est une vedette internationale, surtout aux États-Unis. Puis il voit cette momie en personne. Ça serait tout simplement, écoutez, incroyable pour la télé américaine. C'est incroyable, mais malheureusement, pour l'instant, il ne peut pas parce qu'il prend l'autorisation d'History Channel pour faire une émission. Mais je n'ai pas de réponse à date d'eux autres. Parce que la dernière fois qu'il m'a contacté, c'était au mois de janvier 2021. Ça fait environ 9 mois de ça. Alors, Sylvain, moi, ce qui m'intéresse là pour finalement conclure notre entretien, qui était vraiment, vraiment passionnant, c'est d'avoir, toi, ton sentiment profond par rapport à cette créature. Pour toi, qu'est-ce qu'elle est en réalité, cette créature? Est-ce qu'elle est humaine ou pas? Voilà. Qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion depuis le temps que tu la côtoies? Ben, écoutez, je la regarde. Avant, je la regardais à tous les jours parce que c'est trop intriguant. D'avoir un artefact d'une rareté pareille, on se pose trop de questions dans notre tête. Et puis, pour moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un vrai petit être? Écoutez, dans ma tête, elle est vraie peut-être à 75%.
je n'ai pas le droit de dire que c'est un vrai petit être à 100%. Ça prend des spécialistes, des connaisseurs à l'extrême pour sortir la vérité de ce petit être. Mais d'après moi, elle est vraie à 75, peut-être plus que ça dans ma tête, parce que je l'observe, puis je l'observe de près, je regarde ses petites dents, elle a sa petite langue momifiée, elle a sa colonne vertébrale avec toutes les vertèbres, les côtes, l'avant-bras de la momie, on voit le cubitus et le radius. Parce qu'on voit la chair qui est morte depuis peut-être 1000 ans, mais on voit très bien. Quand je vais vous envoyer des photos, je vais vous envoyer l'avant-bras, une photo des avant-bras de cette petite momie. Vous allez voir concrètement le cubitus et le radius. Il y a deux bras. Ici, là, il y a deux os, puis c'est le cubitus et le radius, puis on les voit très bien. Si c'est une personne, un génie qui a fait ça il y a 1000 ans, 2000 ans et plus, écoutez, c'est un cerveau, c'est un Léonard de Vinci de son temps, tout simplement. La colonne vertébrale, on voit les vertèbres intervertébrales par l'intérieur. On en voit quelques-unes. Si ça serait quelqu'un qui aurait fait ce petit être miniature, y aurait-tu pensé à faire des vertèbres intervertébrales par l'intérieur? J'y crois pas. Je n'y crois pas. Elle est trop parfaite. Elle est trop parfaite. C'est vrai qu'on est face à quelque chose de surprenant avec Antoine là ce soir et avec vous aussi. Tout est là pour voir que c'est un humain comme nous, mais en miniature. En miniature, momifié, oui. Oui, c'est ça. Écoutez, je peux pas vous en dire plus. J'aimerais ça faire comme Star Trek avec William Shatner en 1966 avec son émission Patrouille du Cosmos en 1966. Il pesait sur un piton puis il disparaissait plus loin. J'aimerais ça peser sur un piton pour vous la montrer en personne. Vous allez voir que c'est tout simplement c'est extraordinaire. Je ne me tanne pas de le regarder à force que c'est intriguant. On ne peut pas se tanner. Moi, je suis persuadé que les gros collectionneurs de ce monde, les grands collectionneurs de ce monde, il y en aurait un très bon pourcentage qui aimeraient l'avoir en leur possession. Mm-hmm. C'est sûrement possible. En tout cas, c'est clair que ce que tu nous as montré, même si c'est à distance, voilà, ça paraît vraiment extraordinaire. Alors, après, voilà, que ça soit vrai ou que ça soit faux, c'est toujours pareil. Si c'est un faux, qui l'aurait fabriqué, dans quel but c'est toujours compliqué, parce qu'après, toi, tu peux effectivement être complètement persuadé que c'est un vrai, mais tu peux avoir été peut-être mis à défaut par quelqu'un qui a voulu t'arnaquer en te faisant passer ça pour un vrai. Ce que tu nous en as dit tout à l'heure, c'est pas forcément vrai, parce que c'est quelqu'un que tu as connu, que tu as côtoyé pendant une vingtaine d'années. Donc peut-être que c'est plus en amont, c'est peut-être cette personne-là qui, elle, quand elle l'a récupéré, s'est fait trompé par la personne qui le lui a donné à l'époque dans les années 70. Bon voilà, en fait on peut échafauder plein de choses, mais en tous les cas, si on part sur le principe que cette créature est une vraie créature, ce qui moi ne m'étonnerait pas, mais maintenant on sera intéressé de connaître les résultats que tu auras des labos en février-mars. Bon, bien, ça prouve au minima qu'il y avait des êtres de très petite taille à un moment donné sur Terre, et pourquoi pas, hein, de la même façon qu'il y a eu des êtres de très grande taille, et là on aurait effectivement un spécimen unique en son genre, qui aurait été peut-être retravaillé pour des raisons religieuses ou ésotériques que l'on ne connaît pas, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un spécimen insolite, et vraiment ça avait la place dans cette émission, et on a été très heureux que tu puisses venir nous partager cette momie avec nous. Allez, dernière petite question, tu lui as donné un petit nom à la momie? Non, je n'ai pas trouvé de petit nom, je la respecte parce que, écoutez, je ne suis pas... la superstition, non, mais il faut faire attention, là. Écoutez,
faut être très prudent avec ça. Si ça a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, écoutez, il y a peut-être des ondes à travers ça, là, on ne sait pas. En tout cas, voilà, Sylvain, on a été ravis que tu viennes nous présenter cette petite momie. Voilà, qu'elle ait 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, déjà le fait qu'elle ait une toute petite taille comme ça reste extraordinaire. Alors si en plus elle date d'avant Jésus-Christ, alors là tu as vraiment avec toi quelque chose de très très précieux, et vraiment veille-y dessus, parce que c'est peut-être un jalon manquant de notre humanité qui pourrait être expliqué à travers cette petite momie. Voilà. Oui, parce que si cette momie elle date de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, écoutez, ça va changer l'histoire dans notre mental du passé qui est pas si lointain, là, car 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, c'est prêt à comparer des dinosaures qui ont 80 millions d'années. Oui, en tout cas, voilà, toi, tu détiens peut-être cette preuve tangible, et c'est ça qui est important. Donc, ce que je te propose, Sylvain, c'est que, voilà, dans tous les cas, on continue à suivre l'évolution de ce dossier. À la rentrée, en janvier-février, dès que tu as les résultats, t'hésites pas, tu nous les communiques, et puis on revient en parler dans un numéro de Mimi, on sera peut-être au Mimi 13 ou 14, et puis voilà. En tout cas, on te remercie d'être passé nous voir, d'avoir partagé avec notre public voilà, cette fameuse découverte, et puis j'espère pour toi que ça remplira tous tes espoirs, et que voilà, les réponses que tu obtiendras sont vraiment celles que tu attends. Je vais vous donner une réponse aussitôt que je vais avoir une réponse des universités, puis j'ai une bonne nouvelle. Croyez-moi que je ne tarderai pas à vous contacter. Ouais, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, hein, parce que ici dans cette émission, voilà, quel que soit le résultat des enquêtes, hein, on donne le résultat de façon à ce que le public puisse après se faire son propre avis. Alors en tout cas, on te remercie. Écoute, on te dit à très bientôt, et puis voilà. Que tout se passe bien avec les recherches que sont en train de faire les universités. Merci Sylvain pour ton témoignage. Ouais. Ouais, bon, merci beaucoup. Fait à la prochaine. À la prochaine, Sylvain. OK, bonjour. Alors, voilà, Jérôme, hein, je ne sais pas ce que tu en penses de cette extraordinaire présentation de cette momie lilliputienne. Ouais, intriguant, très intriguant. En tout cas, voilà, on suivra de près cette histoire, parce que voilà, on aimerait avoir le fin mot d'histoire, si c'est une vraie et si elle a bien plusieurs milliers d'années. Peut-être que ça soulèvera un nombre de questions importantes sur une des branches de l'humanité. Et notamment aussi par rapport à la religion chrétienne, du fait de cette crucifixion. Allez Jérôme, longue émission ce soir. Oui. Et on a encore, comme on l'a annoncé... Déplaise à certains. Ah c'est Nathan qui va être contente, et Mamselle, et plein d'autres. Allez, on a encore nos deux témoignages. Nos deux témoignages à vous présenter. On va commencer par le tien, Jérôme. Alors, moi, ça concerne ma maison. Tu es déjà venu chez moi, Antoine, parce qu'on précise, on n'habite pas très loin à vol d'oiseau. Et en fait, donc j'ai acheté cette maison il y a bien 17 ans maintenant. Et j'ai réalisé beaucoup de travaux dans cette maison. Et donc, j'ai la façade de ma maison qui est en briques rouges et tout l'arrière qui est en moellons, des moellons de calcaire. Et donc, il y a quelques années de ça, j'ai fait venir un maçon du coin pour, en fait, j'ai installé une véranda et puis creuser, en fait, me faire un percement dans ce mur arrière de ma maison en moellon pour que ça communique avec un couloir. Bon, bref. Et moi, j'avais déjà remarqué que sur tout ce mur en moellon que j'avais fait restaurer, il y avait différentes tailles de blocs en calcaire, et dont certains blocs étaient parfaitement carrés avec un trou au milieu. Et j'avais constaté sur tout ce mur qui fait 10 mètres de long, il y avait beaucoup de blocs avec parfaitement carrés avec ce fameux trou au milieu. Je m'étais toujours dit, mais qu'est-ce que c'est ce trou? À quoi ça servait? Et donc, lorsque le maçon est venu chez moi pour faire cette percée, on a discuté ensemble et en fait, il m'a expliqué
Du coup, il y a je dirais, de un siècle et demi, 2 siècles de ça, à la Mailleraie-sur-Seine, là où j'habite, il y avait un château en bord de Seine. Le château l'ancien nom de la Mailleraie-sur-Seine, je vais dire une bêtise, je m'en rappelle plus. Bon bref, on passera sur ce coup-là. Et donc lorsqu'on se promène en bordure de Seine, hein, il y a tout un endroit où il ne reste qu'en fait les vestiges des douves qu'il y avait autour de ce château. Le château a été complètement détruit apparemment par un incendie il y a très très longtemps. Et le maçon m'expliquait qu'en fait, tous les maçons du coin, depuis des décennies, allaient taper dans les blocs du château pour construire les maisons sur la commune où j'habite. Donc il y a beaucoup de maisons qui ont été réalisées, des vieilles maisons. Hein. Moi, la maison que j'habite, elle a été construite, je crois, en 1907, si je dis pas de bêtises. Donc elle a plus de 100 ans. Et donc, à l'époque, le maçon qui a fait la maison a été tapé dans les carrières du château. Et donc, tout ce mur en moellon, tout ce mur arrière de ma maison était fait avec les moellons du château. Et la grande surprise que j'ai eue, lorsque mon maçon a fait cette fameuse percée dans le mur, donc a extrait beaucoup de moellons, dont ces moellons carrés avec le trou au milieu, et il m'avait laissé tous les blocs à l'extérieur de la maison. Et un soir, je suis rentré, et là, j'ai regardé les blocs, et là, j'ai vraiment été très surpris, parce que je te fais voir, Antoine, par vidéo. Donc voilà, T'as pas trouvé de momie quand même. alors, on n'est pas loin. Regarde bien. Voilà les fameux moellons carrés que je retrouve sur tout ce pan arrière de ma maison, avec ce fameux trou au milieu. Tu vois bien le trou là? Donc maintenant, je te fais voir la face arrière. Voilà. Et regarde bien ce que c'est. C'est un os. Lorsqu'on voit bien la partie de l'os, voilà, bon là ça bouge un peu, et la moelle épinière avec le trou au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Hmm. Voilà pourquoi tu as changé de sujet et que tu m'as dit que cette petite momie te faisait penser à un autre sujet complètement insolite. Eh bien écoute, Voilà. Et là, je me pose de grosses questions parce que du coup, j'ai essayé de rechercher et j'ai pas trouvé des gravures de ce château parce que en fait, tu vois la forme de cette pierre et j'en ai d'autres. Hein, je t'ai pas tout ramené et j'en ai d'autres où ce fameux carré me fait penser au bout de balustrade en fait. Tu vois, ça a été sculpté légèrement comme si c'était le bout d'un pilier de balustrade. Je me dis, mais il y avait l'os qui ressortait au-dessus. Enfin, ça faisait château des ombres, c'est muscleur avec les têtes de mort et les squelettes partout et les os partout. Et je me pose de grosses questions sur l'origine de ce château. Pourquoi il y avait des os? En plus, ça m'a aussi fait penser à un sujet que moi j'ai étudié dans on va dire l'archéologie alternative. Je me dis comment ils ont fait pour incruster parfaitement cet os dans cette pierre en plein centre comme ça, parce que je vous ferai voir si vous le souhaitez d'autres pierres avec le même os présent. oui c'est ça, c'est dans toutes les pierres où il y avait un trou. Il y a un os incrusté. Il y a un os incrusté. C'est délirant. Complètement. Alors, est-ce que c'était moi j'ai jamais entendu parler de ça, hein. J'ai un peu creusé le sujet. Est-ce que je sais pas, c'était un moyen on parlait de fantômes, etc., de contrer les mauvais esprits et tu mets des os dans des fondations d'un château, mais j'ai jamais entendu parler de ça par rapport à d'autres constructions, d'autres châteaux à travers la France ou voire d'autres pays. Et moi je peux vous assurer que, et j'ai encore, parce que le maçon a fait le trou de l'espace d'une porte, mais j'ai encore plein d'autres dans mon mur existant de ces fameux blocs carrés avec des trous, et ma femme travaille à côté parfois et elle me dit c'est un peu glauque le fait de savoir qu'il y a des os dans notre mur, quoi. Et en plus, d'après la taille de l'os, j'ai pas fait d'analyse comme Sylvain, mais c'est pas un os de poule, quoi. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon pouce, hein, la taille, c'est un bel os, quoi. À se demander si c'est pas un os humain. Oui, il y a de très fortes chances que ce soit un os humain. Ça là-dessus,
Je me suis même pas posé la question quand tu l'as montré. Voilà, je pensais que c'était un os humain. Un bout de tibia, je ne sais quoi. Donc, oui, parce que voilà. On est en plein Halloween. Hein. Moi, chez moi, il n'y a pas besoin de mettre oui. des toiles d'araignée, les fausses toiles d'araignée avec des araignées en plastique. Moi, j'ai vraiment des vrais os dans les murs, quoi, si vous voulez. Ah ouais, t'as tout un tas de gothiques qui vont être jaloux, hein, dis-moi. C'est ça. Non, alors là, les explications, j'ai même pas un début d'explication qui pourrait venir. Et moi non plus, et je vous dis, j'ai un peu creusé le sujet parce que je me suis quand même posé de grosses questions, quoi. Et j'aimerais bien, si des personnes sont au courant de cette pratique, le fait d'insérer des os dans les fondations d'un château et puis dans des pieds de balustre. Moi, c'est vraiment, je vous ferai voir, si vous voulez, d'autres blocs carrés, et on voit que c'est sculpté. Donc, c'était pas des os qui servaient pour un mur, non, c'était un ornement en fait, si vous voulez, parce que ça avait été sculpté aux quatre coins comme une tête de balustre. Et bon, je me dis, ça devait être sympa le château avec les os qui dépassaient des balustres et tout. Voilà. Donc si vous avez une explication, si vous avez des infos sur le château de la Mailleraie-sur-Seine par rapport à tout ça, auquel je serais passé à côté, je suis friand. Enfin voilà, Antoine, aujourd'hui on met de la ferraille dans les agglos pour solidifier les maisons. Dans le temps, ils mettaient des os. Bah oui, ça s'appelle du béton armé. Voilà. C'est ça. Faut pas chercher plus loin. Avec une belle ossature, voilà. Avec une belle ossature, tout à fait. Bon, ben écoute, c'est vraiment très sympa comme transition par rapport à la petite momie de Sylvain. T'as bien fait de changer de sujet parce que c'est beaucoup plus insolite, limite que les histoires de fantômes où finalement ça arrive à tout le monde, des histoires de fantômes. Hein, oui, peut-être même à moi. En tout cas, ça m'est arrivé quand j'ai voulu visiter il y a quelques années le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Ce qu'on va faire, je vais vous présenter une petite vidéo que j'avais faite à l'occasion, vous l'avez peut-être vu certains d'entre vous sur Nurea TV, à l'occasion des 5 ans de Nurea. Guillaume et Nora nous avaient demandé de faire une vidéo de quelque chose d'insolite qui nous était arrivé. Il y a des passages qui étaient un petit peu coupés, donc là vous l'aurez dans son intégralité. Et puis, tu n'hésites pas à réagir sur certains passages. Au contraire, j'aimerais bien connaître ton avis sur un certain nombre d'éléments de cette vidéo. Allez, je la partage. Alors c'était en juillet 2015. En juillet 2015, j'étais à un enregistrement de l'actu La Rédaquez-vous à BTLV. Alors il y avait ce jour-là Margret, il y avait aussi Mathieu, mon ami Yves Cara, il y avait François Demier. Et après cet enregistrement, donc on était en plein été, il faisait un temps magnifique. Je crois que c'était d'ailleurs la dernière de la saison. On décide d'aller boire un coup à Boulogne. Et donc on sort du studio, on se dirige vers le bar et on passe sous une allée d'arbres, soit des bouleaux, je pense, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, il y a une espèce de trou entre les arbres, c'est-à-dire que il devait y avoir un passage pour entrer dans un immeuble. Et là, on se prend une espèce de saucé, on se regarde tous parce qu'il faisait un ciel super bleu. On se dit mince, c'est des gamins qui nous balancent de l'eau depuis l'immeuble qui est à côté. Puis non, on regarde, l'immeuble est trop loin, mais il continuait à pleuvoir, c'était assez bizarre. Et on a l'impression que cette pluie, elle nous suit, c'est-à-dire qu'on continue, on traverse la rue, comme s'il y avait une espèce de nuage comme ça qui était au-dessus de nous. Pourtant on a regardé le ciel, rien, le ciel était bleu. Et puis une fois qu'on est rentré dans le bar, ça s'est arrêté. Alors on était tous un petit peu surpris. Alors, aucun d'entre nous n'avons pensé à sortir l'appareil photo, à le filmer, ni quoi que ce soit. Allez savoir pourquoi. En tout cas, c'était vraiment assez bizarre parce que ça semblait être localisé sur nous. Quand on regardait à droite, à gauche, il pleuvait pas, mais sur nous, il pleuvait. Bon. On en est resté là. J'ai fait quelques recherches. J'ai vu qu'effectivement c'est insolite, mais potentiellement il peut pleuvoir quand il y a du ciel bleu. C'est un phénomène météo classique. Mais ça m'a quand même titillé. Et puis en prenant des photos, je me suis rappelé qui nous était arrivé quelques heures plus tôt, quelque chose aussi assez insolite, qui finalement rendait ce phénomène plus mystérieux qu'insolite, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'on avait
profité de notre passage sur Paris pour rendre visite à Jacques Sirjean, qui est le responsable du musée des vampires à Paris, et qui est aussi guide touristique ésotérique du cimetière du Père-Lachaise. Donc on avait décidé d'aller le voir et de faire cette visite guidée dont on avait entendu parler, et on était avec Marc Gray et avec Egon Kragel pour cette visite. Voilà, comme vous pouvez les voir sur la photo. Alors, le Père-Lachaise, on peut s'attendre à plein de choses, hein. À un moment donné, on croise la statue d'Allan Kardec. Moi, j'attends qu'il y ait personne pour pouvoir prendre une photo, et puis quand je prends la photo et quand je vois la photo après, je m'en aperçois, il y a un bras qui sort de nulle part, qui est en train de toucher la statue d'Allan Kardec. Bon, pourquoi pas, hein, il devait être planqué, je sais pas. Il y a des choses très intéressantes aussi dans ce cimetière de Père-Lachaise. Il y a une pyramide, oui, il y a une pyramide dans ce cimetière, si vous ne le saviez pas, la voici. Mais surtout, ce qu'on voulait faire avec Jacques Sirjean, c'était aller à la recherche de la tombe de Dracula. Voilà. Parce que Jacques est persuadé que le comte de Dracula a été enterré ici à un moment donné, il n'y est plus, mais en tout cas, il y avait encore des indices du fait qu'il ait séjourné au Père-Lachaise à un moment donné. Et donc effectivement, il y a plein de sépultures où on retrouve cette fameuse chauve-souris dans plusieurs sépultures différentes. Voilà. Là, on voit un beau mausolée avec, quand on regarde le détail encadré de ces chauves-souris. Voilà, elle est très belle. Et on tombe sur ce monument où là on se dit, ah ben c'est celle-ci, là il y a tout, il y a les ailes chauve-souris, il y a le sablier au milieu de la porte, on se dit, c'est celle-ci, et puis alors, Jacques sourit en disant, oui en fait, beaucoup de gens pensent que c'est celle-ci, mais non. Mais par contre, comme c'est un vrai jeu de piste, il nous expliquait qu'en réalité le clin d'œil c'est que elle était plutôt en face, et c'était cette tombe-ci qui serait la tombe qui a recueilli le comte de Dracula. Alors effectivement il écrit le duc, mais il nous a expliqué pourquoi, alors j'ai plus les détails, au pire, voilà, contactez-le, il pourra vous faire cette visite magnifique. Puis alors, chose rigolote, quand on zoome sur cette tombe, en bas à gauche, là on voit une ombre qui ressemble effectivement à une chauve-souris. Bon, ça c'est un hasard de l'usure du temps. Voilà, on était content en tout cas, on avait trouvé cette tombe du comte de Dracula. Et puis comme moi j'aime bien collectionner des photos de vitraux, je me demande s'il y a un vitrail qui est assez particulier à prendre dans le cimetière. Il me dit oui, il y en a un d'Henri Jouin, qui est d'ailleurs dans une sépulture très particulière que j'ai jamais pu filmer, c'est ce que nous raconte Jacques, hein. Il a même des journalistes qui sont venus à plusieurs reprises, et à chaque fois qu'ils voulaient filmer ce tombeau, panne de leur matériel, impossible à filmer. Alors forcément ça a aiguisé notre curiosité, on a absolument voulu y aller. Donc on arrive devant ce tombeau, quoi, ce monument de la famille Francisco de Franchi Alfaro. Alors j'ai regardé, hein, c'est je crois un ancien soldat, un ancien capitaine, mais rien d'ésotérique derrière cette famille-là. Et effectivement, on aperçoit là derrière ce vitrail qui a subi des dégâts lors de la tempête de 99 et qui miraculeusement, hein, c'est la Vierge couronnée avec l'enfant Jésus qui est debout sur le globe terrestre. Miraculeusement, la partie avec la Vierge et l'enfant Jésus est restée intacte. Mais voilà, au moment où je veux prendre la photo, cette photo-ci, je m'aperçois de quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que mon appareil photo affiche, vous savez, le numéro de la photo qu'il veut prendre. Et avant d'enclencher, je me dis, c'est pas possible, c'est quand même un hasard assez extraordinaire. Vous voyez, c'est la photo 666. Donc avec mon téléphone, je prends en photo mon appareil photo, et quand on zoome là sur cette photo et qu'on regarde entre le reflet de Jacques qu'on voit à gauche et mon reflet qu'on voit à droite, bien, au milieu, vous voyez, il y a une espèce
créature, en tout cas moi j'aperçois une espèce de créature verte, c'est assez troublant. Bon, en tout cas voilà, on en a ri de cette synchronicité avec le 666 sur effectivement pile poil ce tombeau-là, et puis on finit notre visite du Père-Lachaise. D'ailleurs on passe devant une statue qui ressemble quand même fortement à Voldemort, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis voilà, on finit notre visite avec une petite photo d'Egon Kragel pour vous montrer le ciel bleu qui est derrière, et vraiment, vous voyez, pas un nuage, rien. Et au moment où on sort du Père-Lachaise, on discute devant la voiture de cette visite avec Margré, et on se prend une saucée. Là, donc on se réfugie vite dans la voiture. On trouve bizarre, parce que il n'y avait pas de nuage, rien. Puis après, comme on avait rendez-vous à BTLV, on s'est rendu à Boulogne. Voilà, et bien avec le recul, quand on met en rapport ces deux événements, le matin, la saucée, après avoir vu ce tombeau qui était maléfique pour Jacques Sergent, parce que impossible de le prendre en photo, ça vidait ses appareils, etc. Moi, le fait que je le prenne sur la 666e photographie et qu'on voit un reflet qui est quand même assez bizarroïde, et puis cet événement l'après-midi aussi où la pluie continue à nous harceler alors qu'il n'y a pas de nuages et que finalement il n'est pas censé pleuvoir, voilà. C'est l'histoire extraordinaire que je voulais vous raconter. Après, chacun fait son interprétation, mais c'était quand même assez bizarre cette journée-là. Bon, t'as apprécié le raccord vestimentaire? J'ai vu ça. Alors, t'en penses quoi de cette histoire? Bah oui, je me rappelle maintenant de cette intervention que tu avais fait pour les 5 ans de Nurea, et j'avais vu cette petite vidéo. Bah oui, c'est un phénomène paranormal. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez déclenché après la visite au Père-Lachaise le matin? Est-ce que il n'y a pas une entité qui vous aurait suivi sur le plateau de BTLV? En plus, bon, t'es avec des personnes assez atypiques, hein, Egon Kragel, Margré, etc. Après, tu vas chez Bob, bon, voilà. Tout le monde est dans le bain du paranormal. Est-ce que ça suscite pas cette intervention, cet accrochage de cette entité qui vous aurait suivi? Et puis, ouais, parce que c'est vrai que se prendre une saucée quand il y a un beau ciel bleu, je crois que c'est pas arrivé à beaucoup de monde. Non, c'est même la première fois que ça m'arrivait dans ma vie, donc effectivement, même si c'est un phénomène météorologique rare mais plausible, le fait que ça nous soit arrivé à 2 endroits différents la même journée, parce que la première fois on n'avait pas fait gaffe, c'est vraiment en réanalysant les photos où j'avais vu que le ciel était bleu, je me suis dit mais c'est pas normal qu'il ait plu au Père-Lachaise, plus le fait que voilà, après l'émission à nouveau cette saucée qui nous tombe dessus, puis c'était vraiment super étrange parce qu'on regardait le bitume, donc le bitume était mouillé autour de nous, et il était sec à 2 mètres, tu vois ça. Le Pierre Richard du paranormal. C'est ça. En tout cas, c'était moi l'une des histoires un peu paranormales qui m'était arrivée, et puis comme je pense que beaucoup de personnes n'ont pas forcément vu sur Nurea, je me suis dit que c'était la bonne occasion ce soir pour Halloween, sur cette émission très très longue, voilà, de conclure cette émission avec ce témoignage que j'espère vous aurez apprécié. Jérôme, eh bien merci pour cette soirée extraordinaire, vraiment insolite. La semaine prochaine, on reviendra à un format de 30 minutes comme nous le faisons jusqu'à maintenant, mais pour Halloween, on voulait vous faire ce petit clin d'œil. Eh bien, portez-vous bien, j'espère que l'émission vous a plu, et puis à très bientôt sur Miasme TV et sur Génération Cité d'Or aussi. Ciao tout le monde.